Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité du jour s'appelle le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il vient de produire un livre sur la ville de Yaoundé, Découvrir ou redécouvrir à Yaoundé, une fresque historique et diplomatique de la capitale camerounaise. C'est aux éditions Afrique Éveil. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Camayo. On ne sait pas toujours ici en France où Yannick Noah est la personnalité préférée des Français depuis un certain nombre d'années que c'est sa ville d'origine, Yaoundé. Effectivement, c'est sa ville d'origine. D'accord. Et comment cette ville naît? Elle est aujourd'hui centenaire pratiquement. Oui, c'est une ville qui est née en fait en 1890 quand elle a été fondée. Et depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 120 ans, 120 années à peu près. D'accord. Et comment se fait-il? Les Allemands sont entrés au Cameroun par Douala. Comment se retrouve-t-on avec Yaoundé, capitale du Cameroun, alors que la première porte d'entrée était Douala et que la capitale lui était promise en quelque sorte à Douala? Oui, avant ça, ils étaient à Boya. Oui. Donc dans l'actuelle province ou l'actuelle région du sud-ouest, ensuite Douala et finalement Yaoundé. En réalité, ils sont venus à Yaoundé après avoir eu quelques problèmes à Douala avec les chefs locaux qui, après avoir signé les premiers traités, se sont rebiffés. Et il y a eu un malentendu entre ce qu'eux pensaient avoir signé et l'interprétation des Allemands. Je crois que c'est ça qui a causé des petites frictions entre les deux. D'accord. Et qu'est-ce qui... Avant, on appelait Yaoundé la ville aux sangliers, la ville aux éléphants, puis après, c'est devenu la ville aux 7 collines. Ces différentes appellations dans le temps. Bon, d'après le récit des Allemands qui sont arrivés, il y avait énormément de faune, énormément de gibier, d'animaux sauvages à Yaoundé, y compris les pachydermes. Donc, c'est pour ça qu'on a construit un enclos qui, en langue locale, signifie Ongola. Et on dit donc c'est Ongola et Wondo, c'est-à-dire la région de Yaoundé, la ville de Yaoundé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus reconnaître cette réalité, puisque tous ces animaux sont partis, ont disparu, ont été pratiquement tués par le braconnage, par toutes sortes de choses. Mais c'était une région où foisonnaient toutes sortes d'animaux à l'époque. D'accord. Et quand on parle de Yaoundé, quels sont les sites historiques où on peut vivre un peu ce que la ville a été de sa création jusqu'à nos jours? Oui, peut-être convient-il de dire pourquoi est-ce qu'il m'a semblé nécessaire d'écrire cet ouvrage. Tout simplement parce que, d'abord, la moitié des habitants de la ville de Yaoundé sont nés après 1985. Yaoundé compte aujourd'hui 2 millions d'habitants environ, donc 1 million sont nés après 1985-86. Ça veut donc dire que pour eux, tout ce dont nous parlons là, les années 1960, etc., c'est presque comme de la préhistoire. En fait, quand on pose la question aux habitants de Yaoundé de savoir où s'est tenu le premier défilé du 1er janvier 1960, c'est-à-dire le premier défilé après l'indépendance du Cameroun francophone, eh bien, la plupart n'ont aucune idée de l'endroit où ça s'est passé. Quand vous demandez où se trouvait le président Ahidjo, qui était le premier président du Cameroun, où se trouvait-il physiquement dans Yaoundé quand il a annoncé l'indépendance du pays? Là encore, vraiment beaucoup de gens n'ont aucune idée de la réponse. Le lac artificiel qui est au centre de la ville, eh bien, ce lac artificiel a été créé par quelqu'un. Qui, quand et dans quelles circonstances? Encore là, mystère pour la plupart des habitants. Donc, alors, une série comme ça de questions qui n'ont pas de réponse, ça gêne quand même quelque part. Et je me suis dit qu'il est important, pour que demain ne soit pas comme hier, pour beaucoup d'habitants, il est important que certains d'entre nous qui sont payés pour faire des recherches quand même, se penchent un peu sur cette question. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Quels sont donc les sites, les principaux, notamment dans cette ville des 7 collines? Pourquoi 7? Il y a 7 qui sont traditionnellement retenues comme étant les plus importantes, mais il y en a bien plus que ça dans le paysage de Yaoundé. Mais il y a aussi des endroits qui étaient des hauts lieux intellectuels, comme l'école primaire supérieure, d'où sortirent quand même 80% des dirigeants des années 50 et 60 du Cameroun. Eh bien, cet endroit est ignoré par la plupart des habitants qui sont à Yaoundé. Même chose pour le lycée général Leclerc, où nous avons pour la plupart été, mais peu de personnes peuvent vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça. Et pourquoi donc il s'appelle général Leclerc? C'était par rapport au général Leclerc qui est venu lever des troupes
en Afrique centrale, non seulement au Cameroun, mais au Tchad, en Centrafrique, etc. Et au moment où ce nom a été donné, il était déjà décédé, mais c'était pour lui rendre hommage, comme il était un compagnon de la libération du général de Gaulle. En réalité, ça aurait dû s'appeler plutôt le lycée Maréchal Leclerc, parce que c'est au moment où on lui donnait les attributs de maréchal, après son décès, que le lycée a été inauguré en 1952. D'accord. À côté de cela, il y a d'autres choses. Hein. Yaoundé, c'est également le football, avec deux grands clubs mythiques, le Tonnerre Kalara Club et le Canon Pakoum, qui ont fourni le gros des troupes, des Lions indomptables du Cameroun. Et c'est effectivement, surtout dans les années, il faut bien le dire, les années 80-90, l'ossature de l'équipe qui s'est rendue en 1982, par exemple, à la première participation du Cameroun à la Coupe du Monde en Espagne. C'était en 1982, eh bien, elle était essentiellement composée de joueurs du cru, c'est-à-dire du Cameroun, qui évoluaient dans le championnat local. Et l'ossature, c'était effectivement ceux qui venaient principalement de Yaoundé, des deux clubs mythiques que vous avez mentionnés. Le gardien Thomas Nkono au canon, et à une certaine époque, Roger Mila qui était au Tonnerre. Effectivement. Et s'il y a des histoires d'intégration, parce que vous en racontez une dans votre livre que je trouve formidable, c'est celle de l'opération de Ruben Oumniobe à Yaoundé. Je vous laisse la raconter parce que je l'ai trouvée succulente, vraiment. Oui, en plein cœur de la ville et en plein état d'urgence qui avait été proclamé par le haut-commissaire Roland Prey en 1955, eh bien, Ruben Oumniobe tombe malade en 1956. On ne peut pas aller le soigner dans le maquis où il se trouve, c'est-à-dire en pleine forêt, dans la région du centre aujourd'hui. On ne peut pas non plus l'emmener en ville parce qu'évidemment, on le prendrait. Et donc, son médecin, qui s'appelait le docteur Mathieu Tagny, décide miraculeusement, je dirais même de façon incroyable, de le faire venir plus tôt, sous anonymat, à Yaoundé. Et il est venu. Il a été convoyé par un autre Camerounais qui s'appelait Isaac Chumba. Et ces deux compatriotes sont de la région, eux, de l'Ouest. Et ils ont donc pu trouver toutes les complicités qu'il fallait pour convoyer le malade sur une distance d'à peu près 120-130 km. Et avec toutes les complicités, y compris certains membres des corps, disons, des forces de l'ordre, qui ont protégé ce convoi. Et Ruben Oumniobe, qui était donc le secrétaire général de l'UPC, il a passé 10 jours d'opération et de convalescence au nez et à la barbe, donc des autorités officielles qui avaient déclaré cet état d'urgence. Et après, il a été convoyé tranquillement. Il est retourné à sa base, c'est-à-dire dans le maquis, non loin de Yaoundé. Et voilà, ça montre quand même la manière dont travaillaient les Camerounais entre eux. Il y avait une certaine cohésion et ils étaient focalisés sur un objectif. L'indépendance du Cameroun. Effectivement. Sans tribalisme, disons, sans problème de ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on parle beaucoup de divisions ethniques, de guerres tribales ou religieuses. Et cet exemple-là est fascinant. Il est important à relever parce que l'unité, elle a existé à un certain moment. L'une des particularités de la ville de Yaoundé, précisément, c'est que c'est l'une des capitales en Afrique où il n'y a jamais eu de confrontation intertribale ou de confrontation interreligieuse. Jamais. Jusqu'à présent, les 120 années que la ville pendant lesquelles elle a existé, n'ont jamais connu de bataille rangée entre groupes à cause des tribus ou à cause des religions. Je le dis, ce n'est pas pour nier qu'il y a de temps en temps des tensions. Partout où il y a des êtres humains, naturellement, il peut y avoir des petites montées d'adrénaline. Oui. Ça peut arriver. Mais vraiment, on n'a jamais trouvé à Yaoundé ce type de problème jusqu'à présent. Il nous reste à peu près 2 minutes pour terminer l'émission, mais je voulais qu'on rappelle les grands traités qui ont été signés à Yaoundé. Vous êtes politologue et spécialiste de diplomatie. Air Afrique, ça a été quand même à la base à Yaoundé. Le traité d'Air Afrique a été signé à Yaoundé. Ça s'appelle d'ailleurs le traité de Yaoundé. La convention qui est l'ancêtre de la convention de Lomé et l'ancêtre de la convention de Cotonou, donc les ACP, CEE à l'époque, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, Communauté économique européenne, c'était en 1963, et ensuite c'est devenu bien sûr les ACP-UE. Aujourd'hui c'est la convention de Cotonou. Eh bien ça s'appelle la convention de Yaoundé. Elle a été signée 2 fois à Yaoundé. Alors le livre montre où dans Yaoundé tout cela a été fait. Où est-ce que le traité d'Air Afrique a été signé?
à Yaoundé, où, par exemple, ont été signées des choses essentielles, comme où s'est passé en 1996 le grand sommet de l'OUA qui a été convié à Yaoundé. Dans quel endroit spécifique de Yaoundé? Voilà un peu, si vous voulez, l'objectif de ce livre, c'est d'offrir les clés de Yaoundé, non seulement aux Yaoundéens d'origine, mais aux Yaoundéens de cœur. Il y en a beaucoup, partout en Europe, partout en Amérique. Les gens qui sont passés par Yaoundé, ils trouveront là, vraiment, des clés de compréhension de la ville. Il y a d'autres explications que nos téléspectateurs trouveront probablement dans ce livre qui est publié aux éditions Afrique Éveil, mais j'évoquais Yannick Noah tout à l'heure. La famille Noah, Yaoundé, c'est pas n'importe qui. Non, la famille Noah a tout un quartier. Quand vous prenez le taxi, vous demandez qu'on vous dépose au carrefour Yannick Noah, on sait exactement où ça se trouve. Mais il faut aussi dire, il y a beaucoup de Libanais, beaucoup de Grecs, beaucoup d'Égyptiens, de Syriens, qui sont à Yaoundé depuis 60 ans, depuis 50 ans. Et ceux-là, quand on a fêté le cinquantenaire, on les a peut-être un tout petit peu oubliés. Mais là, ils sont réhabilités en tant que ceux qui ont apporté aussi leur touche à la construction de la ville, à la fois sur le plan commercial, mais aussi sur le plan culturel. Donc Yaoundé, c'est un melting pot en réalité, non seulement des 250 tribus du Cameroun, mais aussi de toutes les tribus, de toutes les races du monde entier qui vivent réellement en harmonie. C'est quand même la preuve que nous avons cette idée que nous vivons au quotidien de la différence, mais dans l'unité. D'où vient ce nom de Yaoundé? Nous en avons parlé longuement pendant cette émission, mais c'est quoi l'origine? Bon, il y a beaucoup de versions. On parle des arachides, que ça veut dire les arachides. Mais en fait, on y a aussi Ngola Ewondo. Ngola Ewondo, c'est la barrière qui entoure l'endroit où a commencé la ville de Yaoundé, qui était censé empêcher l'entrée des pachydermes dans cet endroit. Cet endroit, c'est vraiment au cœur du centre administratif aujourd'hui. Et c'est là qu'a été construite la plus vieille résidence de Yaoundé, 1896-1898. D'accord. Et juste un détail historique qui est peut-être futile, mais le point zéro de Yaoundé se trouve où? Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce n'est pas du tout le rond-point de la poste centrale. C'est plutôt l'immeuble qui abrite l'Institut national des statistiques. Devant les services du Premier ministre. Oui, pas loin, parce qu'avant, c'était là que se trouvait également la mairie de Yaoundé, qui aujourd'hui a été détruite. Mais je tiens à dire que ce projet a été soutenu par la communauté urbaine de Yaoundé, le maire de Yaoundé, enfin, c'est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, M. Gilbert Timévouna. Il a vraiment soutenu ça, lui et son conseil. Et je crois que c'est aussi une preuve qu'on s'inquiète de ne pas perdre le patrimoine historique de notre capitale. Merci beaucoup, professeur Jean-Emmanuel Pondy. J'espère que vous reviendrez avec d'autres fresques de ce type-là pour nous parler à la fois de Yaoundé et de l'histoire récente ou plus éloignée du continent africain, notamment de cette fameuse Sol Makossa dont on n'a pas parlé, mais qui est née à Yaoundé. Bien sûr qu'il est né à Yaoundé. J'espère pouvoir faire une suite à ceci, comme j'avais déjà annoncé il y a de cela à peu près un an, sur vos antennes, avec une autre de vos collègues, qui nous avait fait un reportage autour du lac. J'avais annoncé que ce livre était en préparation. Je suis heureux de revenir sur ces mêmes antennes, présenter donc le fruit de cette réflexion. Et je pense pouvoir dire également que ça va continuer dans quelques années encore. Merci, professeur Jean-Emmanuel Pondy. Redécouvrir Yaoundé aux éditions Afrique Éveil. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.